Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, l'audition de Guy Flandrina à Saint-Pierre. Le journaliste devait expliquer son vol au musée de la commune en novembre dernier. Un larcin qui avait pour objectif de mettre en lumière le manque de sécurité du lieu. On verra si cette alerte a été suivie. Journée écologique pour 400 écoliers martiniquais. Ce matin, ils sont allés à la rencontre de l'expédition 7e continent à la base navale de Fort-de-France. Le début d'une tournée caribéenne de sensibilisation. Que vous soyez un vegan, un bolos ou un roi de la sape, il va falloir mettre votre vocabulaire à jour. Les nouveaux mots de l'année ont fait leur entrée dans le dictionnaire. L'occasion de découvrir des termes comme bitcoin ou le verbe mémériser. Enfin, des voix et des images martiniquaises, des producteurs martiniquais, des fonds martiniquais. Battle Dream Chronicle est un film d'animation 100% local, près de 2 heures d'action basée sur une histoire d'esclavage. On en parlera avec notre invité Alain Bidard, réalisateur et scénariste de ces dessins animés tout à l'heure. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec un chapitre social très lourd aujourd'hui. Le personnel du foyer de l'enfance de Rivière-Laure s'est à nouveau mobilisé ce matin. À la région, on a dénoué un problème de bourse étudiante qui menaçait de se compliquer pendant que les enseignants des collèges préparent leur mouvement de demain. Retour complet sur toutes les actualités sociales avec Laura Châtenay-Rivaudet et Elodie Toto. Des perturbations sont à prévoir demain dans les collèges principalement, mais aussi dans les lycées. Le SNES-FSU appelle à la grève ce mardi pour protester contre la réforme du collège. Des changements imposés par le ministère qui, selon le syndicat, se feraient avec notamment trop peu de moyens ou encore trop peu de formation pour les professeurs. Le SNES assure que ce mouvement national ne pénalisera pas les élèves en cette période d'examen. Nous estimons que l'heure est grave, que la réforme du collège qui est proposée par la ministre est caricaturale. Il y a la suppression des classes bilingues, il y a la suppression des classes européennes, le latin qui est fortement menacé. Enfin, tout un ensemble de choses que nous ne pouvons pas accepter. Oui, il y aura mobilisation demain, donc des perturbations. Et puis, à la fin de cette journée, eh bien, on fera le compte. Les organisations syndicales vont se rencontrer et on décidera de la suite du mouvement parce que c'est un début seulement. Piquet de grève et service minimum ce matin au foyer départemental de l'enfance de Rivière-Laure. Une mobilisation du personnel affilié à la CDMT pour obtenir de meilleures conditions de travail et plus de sécurité pour les enfants. Des négociations sont en cours depuis un mois, mais le départ de la directrice de l'établissement pour un congrès dans l'Hexagone et donc son absence autour de la table a relancé la contestation. Dans ce mouvement de grève, nous demandons du personnel adapté pour la prise en charge efficiente d'un enfant. Donc, nous voulons de personnel qualifié comme des éducatrices de jeunes enfants, des psychomotriciens, des éducateurs sportifs, des éducateurs scolaires. Tout ce qu'il faut à un enfant aujourd'hui placé dans un foyer pour qu'il soit reconstruit debout. Enfin, soulagement pour des étudiantes de l'Institut de formation aux métiers sanitaires et sociaux, l'IFMES. Après des semaines sans réponse précise, elles ont été reçues par des responsables du conseil régional à Cluny. Leur exigence, recevoir leur bourse d'études afin de terminer leur année sereinement. Un paiement attendu depuis fin mars. Une 50aine d'étudiants seraient concernés par ce retard. À la sortie de la rencontre, les jeunes femmes se disaient satisfaites. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans les jours qui viennent. Parce qu'on a été entendu, on a été reçu par Madame Conconne, la vice-présidente du conseil régional, et puis tout le staff, quoi. Donc ça s'est bien passé. Et notez, puisqu'on est au chapitre social, que les salariés des entreprises But et Darty se sont mobilisés ce matin. Une grève en marge des négociations annuelles obligatoires, les NAO. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Direction maintenant Saint-Pierre, où le musée Franck Perret est au cœur de toutes les attentions. En novembre dernier, le journaliste Guy Flandrina y avait dérobé 3 œuvres avant de les rapporter. Son objectif, prouver le manque de sécurité des éléments exposés. Un coup d'éclat après lequel l'ancienne équipe municipale avait porté plainte. Ce matin, il était donc auditionné par les gendarmes. Mais en attendant, son alerte a-t-elle été prise en compte? C'est ce que sont allés vérifier Hélène Renaud et Isabelle Ferrière. Des pièces de musée
quasi en libre service. Ces statues crient au désespoir. La plupart des vitrines ne sont sécurisées que par du ruban adhésif ou par un trombone. La seule issue de secours est obstruée et aucun détecteur de fumée à l'horizon. Certains visiteurs déplorent ce musée délaissé. Je suis assez triste de voir le sort qu'on fait à tous ces objets. C'est doublement dommage, oui. Parce que je pense que si on n'assure pas la sécurité de ces objets, c'est qu'on pense qu'ils n'ont pas de valeur. Aux grands mots, les grands remèdes. En novembre dernier, pour dénoncer l'absence de protection des œuvres, un journaliste vole 3 pièces du musée avant de les restituer. Aujourd'hui, Guy Flandrina est auditionné par la gendarmerie car l'ancien maire de Saint-Pierre a porté plainte. Raphaël Martin ne souhaite pas communiquer pour l'instant. Le journaliste risque une amende et une peine de prison. Je pense ça très sereinement dans la mesure où les actes commis n'ont visé qu'à mettre en sécurité un patrimoine martiniquais qui a été mis en danger par l'inaction de l'ancien maire de Saint-Pierre. S'il fallait le refaire, est-ce que vous le referiez ? 100 fois plutôt qu'une. 100 fois, peut-être pas. Le coup d'éclat de Guy Flandrina semble avoir porté ses fruits. La région a débloqué environ 2 millions d'euros pour rénover le musée, un chantier conduit par la nouvelle municipalité. Les derniers travaux dataient d'il y a 25 ans. Nous ferons en sorte qu'il y ait une alarme qui soit reliée directement à la gendarmerie en cas d'incident. L'effectif sera porté à plus de 2 agents. Les vitrines seront sécurisées par des serrures. C'est quand même non seulement le patrimoine de la ville de Saint-Pierre, mais ça concerne aussi au-delà de Saint-Pierre la Martinique et voire au-delà le monde. Les travaux de réhabilitation et d'extension du site doivent démarrer dans quelques semaines pour préserver les quelques 350 trésors du musée, rares vestiges de l'éruption de la montagne Pelée de 1902. Voilà une belle image de la mer pour terminer, ça tombe bien, on y reste quand l'écologie s'adresse aux jeunes. Ce matin, l'expédition 7e continent est allée à la rencontre de près de 400 écoliers sur le site du Fort Saint-Louis à Fort-de-France. Le point de départ d'une tournée de sensibilisation qui se poursuivra à la Dominique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barth. S'en suivra ensuite une mission dans l'Atlantique pour analyser les déchets plastiques et comprendre l'invasion des sargasses. Anaïs Gall avec Volana Razafi Manansoa. Sous leurs yeux, une micro-parcelle du 7e continent. Ces petits bouts de plastique que tu vois dans la boîte, ce sont des bouts de plastique qui ont été attrapés avec le filet que nous avons montré tout à l'heure. On les a attrapés dans la mer des Sargasses. Ces fragments de plastique paraissent insignifiants, pourtant ils sont des millions de tonnes à envahir l'océan. Vous savez ce que c'est que le 7e continent ? Oui, une grande mer, c'est une gigantesque mer de déchets. L'objectif, c'est de sensibiliser avant tout, de montrer au public, aux enfants qu'il n'y a pas de fatalité, on peut améliorer la situation. Donc c'est pas terminé, c'est pas juste un constat qu'on a à faire par rapport à ces océans de plastique. La mission pour l'avenir, inverser la tendance. La jeunesse doit donc avoir toutes les clés en main pour lutter contre la pollution. Aujourd'hui, les enfants apprennent à mieux comprendre les dangers du plastique. Pourquoi c'est pas bien de retrouver du plastique dans la mer ? Parce que les poissons vont les manger et ils vont s'étouffer. On doit trier dans les poubelles qui vont avec, le plastique, le carton. L'opération de sensibilisation se poursuit à terre comme en mer. Ce soir, ce bateau prend la direction de la Dominique et des îles du Nord avant de partir pour la mer des Sargasses. À bord, tout a été prévu. Chercheurs, scientifiques, médecins, ils seront une dizaine à sillonner l'Atlantique Nord. Pendant un mois, l'équipage analysera l'impact des déchets sur la planète et leur lien avec la prolifération des algues sargasses. Ici, vous avez plus la table où on s'occupe des manipulations scientifiques. Vous avez déjà un atelier scientifique qui est déjà prêt à fonctionner. À l'intérieur, le carré du voilier. Voilà, un endroit aussi où on se réunit si la météo est difficile dehors. Les cabines de l'équipage et des scientifiques. Voici par exemple une couchette double où dort une des scientifiques. Voilà, c'est important qu'elle puisse bien se reposer. Chaque année, près de 10 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. Un désastre écologique lorsqu'on sait qu'un emballage met plus de 400 ans à se dégrader.
Retour sur la terre ferme avec cette ouverture repoussée pour le lycée Victor Fouch. C'est ce qu'a annoncé Serge Letchimy ce matin lors d'une visite de chantier avec la rectrice et le comité de pilotage. Avec 3 mois de retard accumulé, l'établissement de transit qui doit accueillir les effectifs du lycée Schellcher pendant sa réhabilitation ne sera pas prêt pour la rentrée 2015. Les 916 élèves et la communauté éducative devront entamer une année scolaire de plus dans leur lycée vieillissant. Écoutez les précisions du président de région face à la caméra de Loïc Régis. Malheureusement, les contraintes techniques que nous avons rencontrées, les micro-pieux qu'il fallait faire en sous-sol, nous conduisent encore à un retard, nous donnent un retard de 3 mois. On va livrer le bâtiment le 1er janvier, donc nous avons honnêtement, en toute transparence, indiqué que l'on ne pourra pas livrer en septembre, mais en janvier. Et le rectorat ainsi que monsieur le proviseur, les membres du comité de pilotage ont parfaitement entendu et vont prendre leur décision. Je crois que la décision, c'est en fait compte de faire la rentrée tranquillement en septembre 2016. Je pense que c'est très raisonnable, c'est très bien. Ça nous donnera le temps vraiment de nous préparer pour commencer les travaux du lycée Schellcher très vite, puisque nous allons lancer les consultations là en juin pour choisir les entreprises pour le lycée Schellcher et on devrait ouvrir les plis vers octobre, choisir les entreprises avant la fin de l'année pour le début de chantier 2016. Pas d'ouverture non plus au Gosier en Guadeloupe. Ce matin, les écoles maternelles et primaires de la commune n'ont pu accueillir aucun élève et pour cause, de l'huile de vidange a été déversée dans les établissements. Accusés de ce saccage, les agents communaux en grève ont rapidement démenti. On fait le point avec Linda Kayarsi. Derrière les vitres, il y a des assiettes des enfants en stock, donc qui ne seront pas utilisables avant quelques temps. Voire faudra-t-il les changer. Et toute l'école a été maculée de la même manière, notamment les classes du directeur de la primaire et de la directrice de la maternelle. C'est sûrement à coup de jet de pression qu'il faudra nettoyer les écoles du Gosier. Mobilier, matériel scolaire ont été aspergés d'huile de vidange. Des dégradations volontaires qui sont lourdes de conséquences. Je n'avais pas encore vu qu'on s'attaquait aux salles de classe même. En général, quand dans les conflits en Guadeloupe, on a vu de l'huile de vidange à l'extérieur, sur les portails, mais là, malheureusement, il y a eu de l'huile de vidange dans plusieurs classes, dont une de maternelle où une bonne partie du matériel est à jeter, puisque l'huile de vidange est entrée dans les jouets, dans les cahiers de classe. Vous avez vu sur un bureau d'un enseignant, il y a de l'huile de vidange sous ses dossiers, et donc ça, c'est du matériel qui est perdu. Le matériel qui est dans la classe, les tables, on va tout faire pour les nettoyer, les récupérer, d'autant plus que c'est du matériel neuf. Mais on va voir ce qu'on va faire. Et les jours à venir, nous dirons ce qu'on fera. Des actes de vandalisme qui interviennent sur fond de crise sociale. Depuis ce matin, tous les regards sont tournés vers les agents communaux grévistes. Ils assurent ne pas être responsables des dégradations perpétrées dans les établissements scolaires. Et ma réaction a été tout de suite de me tourner vers les camarades en grève pour leur demander mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Parce que vous pensez bien qu'en tant qu'agent public, nous pouvons tolérer qu'on casse le bien public. Alors ceux-ci m'ont affirmé que n'avoir rien à voir avec cette affaire. Vous voyez ici, les murs ne sont pas tagués. Nous avons pris soin de mettre des... On ne peut pas casser le bien public. Parce que le bien public c'est votre argent, c'est notre argent. Pour moi, ce sont des actes graves et inqualifiables. Cet après-midi, grévistes et maires doivent se rencontrer afin de faire le point sur ces dégradations, mais aussi sur leurs revendications. Les écoles, quant à elles, resteront fermées le temps de tout remettre en ordre. La municipalité a par ailleurs décidé de porter plainte. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on s'intéressera aux véganes, aux bolos et à toutes les femmes qui se mémérisent. Bref, nous découvrirons les nouveaux mots du dico, parmi lesquels le fameux Bitcoin. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite fêter l'anniversaire du drapeau haïtien avec Mathieu, un haïtien installé depuis 20 ans en Martinique et dont le métier est de préparer des écorces de cannelle. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, je vous le disais, notre langage est le miroir de notre société. Il évolue constamment et donc chaque année, le dictionnaire évolue avec lui. Aujourd'hui, les petits nouveaux ont fait leur entrée dans les dicos. 150 chez Larousse 2016, une dizaine pour le petit Robert. Mais ces mots, les connaissez-vous ? Eh bien, nos journalistes, Reine de la Sape et loin d'être des bolos, vous le verrez, Laura Châtenay-Rivaudet et Élodie Toto vous font découvrir les incontournables. Les Larousse et Petit Robert font la part belle cette année aux termes liés aux nouvelles technologies, aux nouvelles modes, mais aussi aux mots dont raffolent les plus jeunes. Des mots qui laissent parfois perplexes.
Bitcoin. Un coin, une bite de coin. Un scud. Un scud, ben ça ressemble à une arme de guerre, je sais pas, un missile ou quelque chose comme ça, ouais. Des SIM loqués, débloqués. Débloquer une carte SIM. Gyropode. Ça me dit rien. Un selfie, voilà, c'est une photo avec son téléphone. Un crudivore, c'est sûrement quelqu'un qui aime les crudités. Côté nom propre, l'artiste Banksy, le chanteur Michel Jonas, le penseur Pierre Rabhi ou encore la jeune Malala Yousafzai font leur entrée au Larousse. En 2016, vous pourrez donc placer au Scrabble le bolos baltringue, un peu arty et crudivore, qui rétropédale, enfin sans le S, vous ferez un malheur à vos dicos. Construire un stade, réparer une école, bâtir un centre social, les communes de Martinique ont toutes besoin d'infrastructures municipales, mais pour les réaliser, il faut des moyens financiers, des fonds qu'elles trouvent en partie dans le dispositif régional d'aide aux communes. Un coup de pouce reconduit en février dernier qui s'obtient sur dossier et permet aux municipalités d'alléger leurs factures. C'est le thème de Pays Moins Jeudi ce soir. Extrait. Ici, sur les flancs des Pitons du Carbet, la commune de Font-Saint-Denis a une superficie de 2428 hectares pour 804 habitants. Ses principales activités sont le tourisme et l'agriculture. Depuis les dernières élections municipales, la commune a un nouveau maire, ce qui lui permet de bénéficier du contrat de progrès mis en place par la région. Un dispositif accessible à toutes les municipalités qui ont changé d'élu aux dernières élections et qui ont un projet social. C'est le cas de cette commune qui souhaite couvrir son stade municipal grâce à une demande de financement de 85% à la région et 10% au Conseil général. Le volet social, c'est le lien social qui va se créer avec la couverture de ce plateau sportif. Parce que les jeunes de la commune, certes, avaient le plateau sportif, mais vu la climatologie et il faut Saint-Denis, c'est une commune qui vraiment il y a beaucoup de la pluviométrie importante à Font-Saint-Denis, ce qui fait que souvent lors de manifestations, les jeunes ne peuvent pas s'adonner, je dirais, à leur sport favori que Font-Saint-Denis, c'est le handball. Le chiffre du jour, 154 520, c'est le nombre d'images qu'il a fallu pour réaliser le premier long métrage d'animation 100% martiniquais, Battle Dream Chronicle, c'est son nom. 1h48 de monde imaginaire sorti tout droit de la tête d'Alain Bidard. On en parle avec lui. Bonsoir Alain Bidard. Bon. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes réalisateur, scénariste, vous avez également assuré les images, la musique, la post-production. Vous en avez des casquettes? Oui, en fait je suis artiste 3D généraliste, donc j'occupe tous les postes de la chaîne de production d'un film d'animation. Et c'était votre projet, c'est un peu votre bébé? Oui. Je l'ai porté pendant 5 ans, 6 ans même. 6 ans pour arriver à ça? Oui. Et aujourd'hui vous vous sentez soulagé? Beaucoup plus soulagé, et c'est vrai que je suis vraiment heureux de voir en fait le film à travers les yeux du public. Donc ce sera en salle le 22 mai. Ma prochaine question c'est qu'est-ce que Battle Dream Chronicle? Qu'est-ce que ça raconte? Début de réponse en images avec cet extrait. Holomap. Temps restant. Ça y est, j'étais déjà dedans, je vous avais presque oublié. Bon alors, Battle Dream Chronicle, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'une jeune esclave qui se nomme Siana et qui va tenter de reconquérir sa liberté dans un monde futuriste, donc on est en 2100, dans lequel les plantations sont des jeux vidéo. Donc on ne collecte plus de la canne à sucre ou du coton, mais des XP, des points d'expérience qu'on rencontre dans les jeux vidéo. Donc c'est complètement mis au goût du jour, c'est l'esclavage de 2.0. Donc il y a derrière tout ça une réflexion sur l'esclavage, vous venez de me l'expliquer, sauf que l'esclavage en Martinique, on le conçoit d'habitude au passé.
Vous le traitez en 2100, dans un futur imaginaire. Pourquoi vous avez choisi de traiter de l'esclavage au futur? J'avais envie de pousser les Martiniquais vers le futur dans leur cinéma, parce que c'est vrai que la science-fiction ne l'aborde pas dans le cinéma martiniquais. Et c'est vrai qu'on n'arrive même pas à imaginer qu'en fait, on puisse être les héros de ces films américains, de ces films japonais, de ces films européens qui nous font tant rêver. Et c'est vrai que j'avais envie de voir le Martiniquais au centre de tout ça. Donc, Siana est martiniquaise, oui, il faut le redire. Donc ce film, vous l'avez conçu grâce au concours financier de la région, de la ville de Saint-Joseph, entre autres. Votre budget s'élevait à 400 000 €. Et vous l'avez surtout conçu grâce à votre producteur, Pagode Film. Vous avez d'ailleurs la bonne chemise qui va bien. Et c'est une association qui veut développer le cinéma d'animation martiniquais. C'est qu'il y a donc un cinéma d'animation martiniquais. On ne se rend pas forcément compte, parce qu'on ne les voit pas souvent au cinéma. Oui. Ça existe véritablement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cinéma d'animation martiniquais? En fait, il y a pas mal de jeunes qui font des courts-métrages d'animation. Donc, il y en a depuis plus de 15 ans. C'est vrai qu'on les entend rarement. Oui, parce que c'est vrai que c'est balbutiant. Il y en a qui retournent aussi en métropole pour pouvoir trouver plus de travail. Mais c'est vrai qu'ici, il y a un langage qui est en train de se développer. Il y a des petites associations qui naissent un peu partout. Et il y a des écoles en fait, qui vont former de plus en plus de main-d'œuvre dans la 3D. Et je pense que on va voir le développement de l'animation on va dans les années concurrencer Disney et Pixar. J'espère un jour, oui. Forcément. Alors, vous avez fait appel à des comédiens martiniquais pour les voix de vos personnages, Ina Boulanger, Jacques-Olivier Ensfelder, Sarah Maléon, Célia Guiteau. Tout a été fait en Martinique. C'était important pour vous, ça? C'était important parce que... Ne rien délocaliser? Ne rien délocaliser, effectivement, parce que l'animation, c'est vrai que c'est un médium qui fait appel à beaucoup de coproductions étrangères. Et c'est vrai qu'en Martinique, c'est intéressant de ne pas délocaliser parce qu'on a une façon de s'exprimer qui est très militante, on a une histoire qui est assez tumultueuse et qui peut effectivement, en France, pousser peut-être au conflit. Et c'est vrai que, donc pour pouvoir avoir le maximum de possibilités de s'exprimer, c'est vrai que c'est mieux qu'on ait tous les moyens de production ici en Martinique. Et c'était intéressant de démontrer que ça pouvait se faire. Produire en Martinique, c'est bien. Oui. Diffuser hors de la Martinique, c'est bien aussi. Oui. Est-ce que c'est prévu pour ce film? Le film d'animation, c'est un médium qui s'exporte. C'est la forme de cinéma qui s'exporte le mieux dans le monde. Donc oui, c'est prévu. Donc un doublage anglais a été prévu pour pouvoir atteindre le monde anglophone. Et donc, mais plus proche de nous, la diffusion en Guyane est prévue cette année, en Guadeloupe aussi, et ensuite dans la métropole. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'Invite d'Art ce soir. Félicitations. Et puis bonne continuation. On attend un deuxième épisode après le premier. Voilà, la sortie, c'est donc le 22 mai. Le 22 mai. À Maliana. Merci encore. Un peu d'exercice à présent, ça ne peut pas faire de mal. Le week-end passé a été marqué par la victoire de 2 équipes guadeloupéennes au tournoi Antilles-Guyane de basket. En volley, les joueuses de l'Espoir et les hommes du Rayon ont remporté la Coupe de Martinique. Et puis on connaît désormais les finalistes de la poule des As de handball. Retour sur un week-end de sport intense avec Caril Chassol, Guillaume Bacoul et Michelet François. En sport automobile, la deuxième course de côte de la saison, celle de Magdelonette à Basse-Pointe, est revenue hier après-midi à Alain-Nougré. Il parcourt la distance en 54 secondes et 65 centièmes. Jérôme Nougré et Pascal Calvel, également sur Géma, complètent le podium. Sport collectif, le temps fort du week-end, c'était en basket, le tournoi Antilles-Guyane. Il a été l'occasion d'une razzia guadeloupéenne. Chez les filles, la MJC Abîme s'est imposée et au masculin, c'est l'USR qui rafle le titre. Outre temps fort, en volleyball, les finales de la Coupe de Martinique. Et sans surprise, chez les femmes, l'Espoir a battu le Rayon 3-7-0. La Lucéenne réalise le doublé Coupe-Championnat. Chez les hommes, le Rayon fait encore mieux. En disposant en finale du Good Luck 3-1, les Ansois réalisent le triplé Coupe-Championnat, Championnat Antilles-Guyane. En handball, les demi-finales retour de la poule des As ont livré leur verdict. Si chez les hommes, la finale opposera logiquement l'Étoile de Gondo à Sainte-Anne-Cap 110, la surprise est venue des femmes. L'AS Mondezes a en effet été éliminée par l'USC Citron. En 2 matchs, les Citronnaises ont validé leur ticket pour la finale. Elles seront sans surprise opposées au réveil sportif dès vendredi. En football, la 25e et avant-dernière journée du championnat de DH a apporté 2 infos principales. La dernière formation qui participera à la Ligue Antilles, c'est l'Aiglon. Malgré son match nul avec le Golden Star, il profite de la défaite du Racing battu par le club colonial. Les clubistes, franciscains et joséphins y participeront également la saison prochaine.
Enfin, en bas de tableau, le 3e relégué, c'est l'US Robert. Les Robertins évolueront en compagnie du Real de Tartane et du CSB Limois en PHR. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence avec un point sur les infos pratiques. Attention tout d'abord aux coupures d'électricité demain de 7h45 à 12h45 à Fort-de-France, quartier Rivière-Lor, Morne, Lillet et Ravine-Vilaine. Et puis au Lamentin, c'est le quartier Petit Manoir qui sera privé de courant de 7h30 à 15h30. À noter également quelques coupures d'eau demain à la cité d'Ilon à Fort-de-France de 8h à midi. Pas d'eau non plus, quartier Lanorville et rue du Père Delaware, toujours à Fort-de-France. Notez d'ailleurs également que d'autres coupures sont à prévoir à Fort-de-France et au Lamentin, notamment en raison de la sécheresse qui s'aggrave selon la préfecture. Un œil maintenant sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking du Carrefour Market du François de 9h à 14h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard à Fort-de-France de 9h à 16h. Enfin, on termine cette page d'infos pratiques avec cet appel à la population lorinoise demain à 18h. La salle polyvalente de Carabin accueillera une concertation pour la révision du plan local d'urbanisme. Si vous ne pouvez pas vous y rendre, un registre de doléances est disponible au service urbanisme de la mairie et d'autres réunions auront lieu dans le courant du mois de mai. On termine avec un anniversaire, 212 ans, c'est l'âge du drapeau haïtien. Le 18 mai 1803, la perle des Antilles prenait son indépendance et depuis, elle a inspiré bon nombre d'intellectuels et de poètes. Fort de cette richesse culturelle, ses enfants se sont installés partout dans la Caraïbe. Voilà 20 ans que Mathieu a quitté son pays pour la Martinique. Installé au Gros Morne, il prépare l'écorce de cannelle. Hubert Bornil et Michelet François sont allés à sa rencontre. À terre en quartier, la Vierge Gros Morne. On joue un camarade qui a fait une activité qui n'est pas facile pour trouver Martinique. C'est un bouquet qui a fait cannelle, des écorces cannelle. Et c'est aussi un haïtien, ça a fait longtemps qu'il a vécu Martinique. Et je dis, malgré fête drapeau, il y a un travail, Mathieu. Fête du drapeau ou pas, Mathieu travaille. Rien de nouveau sous le soleil pour cet homme qui s'est installé en Martinique depuis 1995. Là, je suis arrivé ici. J'ai commencé le travail en ouvrier maçon. Et puis, c'est qu'on a glatté à couillonner moi. Je suis mal touché. Là, la NPE. Après tout dossier examiné, je dis moi ça grand. Alors, trop emploi des jeunes, alors pas ni travail pour moi. Au départ, les choses n'ont pas du tout été faciles pour Mathieu. Comme souvent, les Haïtiens doivent travailler très dur. C'est comme cela qu'il a découvert cette activité. C'est ici que je ça. Là, je suis arrivé, je commencé puis un boug. Qui m'a dit moi si moi ça fait cannelle. Je dit oui et moi pour compter même connaître pied cannelle. Là moi arrivé moi c'est conseil qui a fait ça. Moi m'étais fait et puis finalement mon nèg qui monte en fait il pas continuer ça. Alors moi continuer chez moi. En ce 18 mai 2015, Mathieu a forcément une pensée pour la perle des Antilles. Ça en fait qu'a fêté chaque année comme si dirais que pour faire songer que nous tenions date drapeau nous pour naissance. Donc qui est très important. Mais jusqu'à présent, nous avons dit que ça va encore changer jusqu'à présent. La politique, Mathieu s'y intéresse comme beaucoup d'Haïtiens. Chaque année, il retourne au pays. Il nous avoue que la situation s'améliore doucement en Haïti, mais cela reste très difficile. À l'arrivée de Matéli, moi, en Haïti, changé beaucoup. Malgré que je dis pas bon. Mais où c'est là, on fait des jours dehors, là, on peut rentrer, ou on peut regarder le pays a changé Fidji. Mais ça qui l'a même surtout, ça n'est pas opposant. Chaque monde a besoin d'un coup de pouvoir, alors il n'est pas jamais bon. Et ça, il fait là pour qu'on jamais ni un qui passait déjà, qui a fait ça, monsieur fait. Après une pause bien méritée, Mathieu reprend son activité avec comme seule consolation sa musique haïtienne pour l'accompagner. Normalement, si l'autre bois a monté, pour chemise manche longue, moi, est-ce qu'on va sentir bon? Mais la vie est très, je pas dit ça. Ce n'est pas mettre corps dehors pour travailler. Voilà, mais là-dessus, nous laissons Mathieu à son activité. Là, il était encore 2 heures de temps de travail au moins. Ouais. Et puis encore 3 jours pour finir pile tala, pile tronc tala. L'écorce de cannelle qu'on va retrouver après en supermarché, sur les marchés, emballé dans des petits sachets. Mais voilà, c'est le travail de cet homme. Voilà, belle rencontre toujours avec Hubert Bornil. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.